Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on accueille Stéphane Rosès, politologue, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, édition du Cerf. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour. Alors Stéphane Rosès, on vous connaît depuis le CSA, politologue, sondeur et surtout très bon observateur de ce qui se passe depuis, presque 40 ans, Stéphane Rosès, pas loin. Oui, ça vient peut-être du fait que j'ai travaillé pour des dirigeants au plan national, des chefs d'entreprise, mais sur un objet qui était l'opinion, c'est-à-dire au fond une représentation du peuple, soit par des mesures qu'on commente dans les médias, soit peut-être le plus intéressant, des études qualitatives confidentielles qui ne se contentent pas de dire voilà tant de pourcents, voilà ce que disent les gens, mais surtout pourquoi, quel est le ressort profond, latent, qui met en mouvement les opinions, les peuples. Et au bout d'un certain temps, j'ai dû rompre avec une vision un peu française et j'ai dû bricoler une grille d'analyse faisant au fond des cohérences entre les questions culturelles et les outils politiques de rapports sociaux, le cours de l'histoire. Alors on va en parler longuement et surtout je recommande ce livre que vous avez écrit sous forme d'entretien avec notre ami Arnaud Benedetti. Absolument. Arnaud Benedetti. C'est très intéressant parce que vous parlez aussi de vous, de votre jeunesse trotskiste, chevènementiste. Ensuite, vous parlez de Maastricht. Enfin, ça couvre vraiment une période de plusieurs décennies de l'histoire politique de France. Et alors, justement, vous dites aujourd'hui, j'ai peaufiné ma grille depuis déjà longtemps, j'avais des préjugés, on dit voilà, c'est par exemple, c'est le haut qui mène le bas, c'est l'économie qui gère la société, comme vous l'a précédé François Hollande et d'autres, comme vous l'a dit François Hollande et d'autres présidents, et vous dites non. Et je voudrais qu'on parle un peu de ça, qu'on reste un peu là-dessus. Vous vous dites, c'est l'imaginaire d'un peuple, c'est l'imaginaire d'une nation, c'est cet imaginaire collectif qui crée véritablement la démarche politique sur le fond et dans la durée. Oui, absolument. L'imaginaire français, pour se constituer depuis les Celtes, les Latins, les Germains, français, nous voyons que le réel se fait par le haut, par la raison. Et professionnel, travaillant pour des gens très divers, je me suis aperçu qu'il y avait des constantes dans la façon dont le citoyen nouait le rapport à la nation, le salarié à son entreprise, le consommateur quand il acquiert des biens et des services, nos types de publicité, la façon dont l'internaute se déploie sur les réseaux sociaux, la façon dont nous voyons le monde universaliste. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, ce besoin de se projeter. Ça, au fond, ça va faire Descartes, la musique française, le théâtre, Rabelais, ça va faire la peinture française, ça va faire l'industrie du luxe, notre prévalence dans ce domaine, mais aussi les mathématiques, bref, les Français. Même le vin, la gastronomie, au fond, il s'agit de civiliser dans des pratiques, y compris gastronomiques, autour du vin, ce qui nous socialise. Ainsi, je ne bois pas d'alcool et j'ai fait des études pour les luttes contre l'alcoolisme. Eh bien, quelqu'un comme moi qui ne boit pas d'alcool, on se dit soit c'est un ancien alcoolique, soit c'est un aristocrate qui ne veut pas frayer avec l'égalité des conditions. Donc, c'est tellement imbibé depuis des siècles nos façons d'être et de faire qu'on n'en voit pas la singularité. Ce sont souvent nos amis étrangers qui, venant de leur propre culture, se disent « mais les Français, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a un génie français ». Et ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Alors, moi, je me souviens, j'ai mis, vous le dites, André, j'ai mis beaucoup de temps
a inversé complètement la façon française de voir, m'intéressant non pas la façon dont nous, Français, nous voyons les choses, mais ce qui nous agit. Donc il faut distinguer le réel de la réalité, ce qui agit les peuples et ce que les différents peuples en voient du point de vue de leur imaginaire, c'est-à-dire la façon dont ils ont dû s'assembler aux origines. On parlait tout à l'heure de Trump. Bon, si un temps Trump l'a emporté, c'est parce qu'il convoquait les origines des États-Unis quand les Américains avaient le sentiment, comme les autres peuples, que leur destin leur échappait. On va en parler tout de suite après cette petite pause, justement de ce sentiment que vous fondez sur l'imaginaire, sur l'imagination et l'imaginaire, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que Fernand Braudel déjà appelé l'identité de la France. On en parle tout de suite. Vous nous appelez, chers auditeurs, au 0826 300 300 pour dialoguer avec Stéphane Rosès, politologue, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, édition du Cerf, et avec André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et Stéphane Rosès aussi, qui publie Chaos, un livre vraiment très très éclairant sur ce que nous vivons aujourd'hui en France, mais aussi ailleurs. Stéphane Rosès, au fond, vous dites... ce n'est pas, vous savez, on a la structure verticale, on dit l'État, on attend tout de l'État, et c'est l'État qui le haut, enfin qui commande au bas, sauf que c'est le bas qui en fait suscite le haut. Et vous dites aussi l'imaginaire des peuples. Mais alors moi la question que c'est la ligne rouge de votre livre, et quand je le lis, je me dis ok. C'est vrai que ça joue un rôle extrêmement important. Mais moi, la question que je vous pose, nous sommes en 2022 aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours un imaginaire français où il y a des imaginaires? Vous savez, on parle de fracture, on parle d'archipélisation, on parle de partition. Votre ami François Hollande parlait même de partition. On les plus côte à côte, mais on les face à face, etc. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, un imaginaire français? Et si oui, lequel? Oui, c'est intéressant parce que beaucoup de gens dans les débats posent la question aussi, la thèse de mon ancien confrère, et on a travaillé ensemble, le géographe Jérôme Fourquet, avant qu'il ne devienne sondeur, oui, sur l'archipélisation. Mon analyse à partir du cas français et comparaison avec les autres imaginaires, c'est que c'est une analyse sur les permanences des façons d'être et de faire des Français depuis la guerre des Gaules de César. Vous relisez ça, les façons de faire et d'être... Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Par contre, ce qui bouge, ce sont ces outils, croyances religieuses, institutions politiques, rapports sociaux, rapports à la technique et rapports à la géopolitique. Et je vais même plus loin, c'est selon moi je dirais le moteur de l'histoire. Ce ne sont ni les forces matérielles, comme disent les marxistes ou certains libéraux, ni les idées qui se déploieraient dans leur pertinence, c'est le rapport entre les imaginaires des peuples pérennes et leurs outils. Tant que c'est cohérent, on vit dans des moments assez harmonieux où les peuples échangent. C'est quand ça commence à se déstructurer de l'intérieur que le chaos arrive, et c'est le moment, au fond, actuel. C'est-à-dire que les peuples ont nourri la globalisation économique, financière et numérique pour être prospères, y compris par la finance, en payant des traites sur l'avenir, mais il arrive un moment où l'essentiel est en jeu. Et c'est quoi l'essentiel? La crise pandémique nous l'a montré. Ce n'est ni l'économie, la prospérité, ni les libertés. Les peuples sont prêts à renoncer beaucoup sur leur liberté individuelle. On le voit, hélas, oui. Voilà, on veut maîtriser collectivement notre destin. Et donc, c'est le moment actuel. Les peuples se replient
alors qu'ils sont interdépendants comme jamais, économiquement, financièrement, numériquement, sanitairement et environnementalement. Vous voyez, donc pour expliquer ça, il faut convoquer, selon moi, la tension entre les façons d'être et de faire, les imaginaires des peuples singuliers pour chacun des peuples, chaque peuple est différent, et puis leurs outils. Qu'est-ce qui s'est passé avec le néolibéralisme? Alain Supiot, dans La gouvernance par les nombres, l'explique de façon très précise. C'est que l'efficacité des marchés, la gouvernance par les nombres, c'est détaché du bon et du juste propre à chaque peuple. Est-ce qu'il ne s'est pas détaché du réel même? Alors, il s'est détaché du réel objectivement au travers des spéculations financières, et vous avez raison. Le néolibéralisme commence après la fin de Bretton Woods, quand les Américains décident au fond de désindexer la monnaie sur leur territoire, que sont les peuples. Or, les monnaies sont les expressions de rapports sociaux. À partir du moment où la monnaie s'extrait de son ancrage territorial et des peuples, alors elle devient un objet de spéculation qui a sa propre logique. Et ce qui déstabilise les peuples dans la mondialisation actuelle, parce qu'on dit à juste titre qu'il y a toujours eu mondialisation, oui, mais l'actuelle, quelle est sa caractéristique? C'est qu'elle ne résulte pas des confrontations entre les peuples, elle a sa propre autonomie. Qui a la main sur les marchés? Qui a la main sur les gouvernances néolibérales? Qui a la main sur les structures transnationales de ceux qui pensent qu'on pourrait dépasser les peuples, les nations, que ça pose... Rationaliser tout ça. Voilà, rationaliser par le nombre, l'illusion d'une efficacité qui se détache du réel, des intentions des gens. Etc., bien etc. sûr, bien sûr. Le radicalisme religieux, l'islamisme, le retour de la loi de Dieu, mais le transhumanisme, l'idée que l'homme, on va repousser ses limites, ou bien l'enfermement identitariste wokiste, sont des réponses illusoires et dangereuses à un cours des choses qui échappent. Mais alors justement, je voudrais m'adresser aux sondeurs que vous avez été, c'est encore conseiller politologue, conseiller. Effectivement, vous parlez du qualitatif et du quantitatif. Est-ce qu'on n'a pas eu tous, ne pas désigner tel ou tel, est-ce qu'au fond, on n'est pas aussi victime de quelque chose, victime consentante ou pas, que tout se passe comme si le réel n'était plus très important, même s'il frappait à la porte de temps en temps, on pouvait boucher portes et fenêtres. Est-ce que la perception de la réalité, qui est à travers les médias, à travers un peu partout, est-ce qu'on ne vise pas, quand je dis on, c'est pas une conspiration, tout ça, à remplacer le réel par la perception de réel, et on dit la perception c'est très français. Plus importante. C'est très français. La diplomate américaine Madeleine Albright disait, on échange avec Arnaud Benedetti là-dessus dans le livre, elle disait, seuls les Français peuvent dire j'y crois en théorie et pas en pratique. C'est-à-dire que notre imaginaire cartésien construit l'illusion que l'esprit serait séparé du corps et que le cogito, la façon de penser, la raison, dirait le réel du concret. Voilà. Les Allemands, c'est l'inverse. Pour les Allemands, la vérité réside dans l'expérience. Pour les Français, ça réside dans les idées et la raison. Donc, ça veut dire que on est très bon en mathématiques parce que le mathématique dit le vrai de la physique par des abstractions. On est très bon dans le luxe parce qu'on a toujours besoin de transcender. On a des formes artistiques, on a de bons chercheurs. Et on est des bons innovants, on l'est de moins en moins justement parce que nous sommes percutés plus que d'autres par le néolibéralisme pour des raisons liées à notre imaginaire. Mais en un mot, vous avez raison,
Les Français, on se raconte beaucoup d'histoires. On le voit sur l'Europe, on est les seuls à continuer. On a besoin d'embrasser le monde et les idées. C'est Malraux qui disait ça. Pourquoi ? Parce que le fait d'embrasser le monde permet d'y insérer notre dispute politique commune qui dénaturalise nos origines. Et donc, dans le livre, on précise beaucoup les choses avec Arnaud Benedetti. Ce qui nous tient ensemble, ce sont des disputes politiques communes qui ont besoin de se retrouver dans des visions politiques tenues par l'État et tenues par une vision du monde universaliste. Tout ça se rompt, et c'est pour ça que nous sommes les plus pessimistes au monde, non pas pour des raisons économiques et sociales, parce que quoique dégradée, notre situation est encore enviable et enviée, même par les Allemands. Il vaut mieux être un Français qu'un Allemand. Aujourd'hui, c'est clair. Voilà. Bon, mais donc, si nous sommes les plus pessimistes au monde, c'est pas pour des raisons économiques et sociales, c'est parce que chez nous, l'État qui tient ensemble la nation s'est retournée contre la nation parce qu'elle a épousé des gouvernances néolibérales absolument contraires à l'imaginaire de la nation. Et qui flattait faussement un universalisme qui en fait est un universalisme de pacotille. On va en parler juste après cela. Vous souhaitez dialoguer avec Stéphane Rosès, politologue, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, édition du Cerf. Vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Chaos, C-H-A-O-S. Pas encore K.O. On n'est pas encore KO, loin de là. Stéphane Rosès, entretien avec Arnaud Benedetti. Un livre effectivement très provocateur au bon sens du terme. Mais en fait, Stéphane Rosès, quand je vous lis, est-ce qu'il n'y a pas un mot que vous n'employez pas parce qu'il a été très employé politiquement, dénoncé, et comme d'habitude, notre rage des identités, des étiquettes justement. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi poser la question de l'identité de la France et des peuples? L'imaginaire, c'est quand même spécifique. C'est l'identité. Oui, alors, le mot est piégé parce que, justement, pour les Français, et c'est la phrase du poète René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire, l'influence allemande fait que si on dit identité, on référerait à l'imaginaire allemand qui va chercher dans le passé la source de ce qui va bien ou pas. Au fond, c'est le débat Zemmour-Le Pen, je l'ai eu avec chacun d'entre eux. Zemmour dit, il y a un problème d'identité, il faut l'aborder. Les Français disent oui et le soutiennent au début, parce qu'à grand coup de fracas, il met la question de l'identité dans la présidentielle, quand les autres voulaient esquiver. Mais Éric Zemmour dit « Notre malheur est civilisationnel et identitaire au sens où, il dit comme Patrick Buisson, au sens où nous sommes éloignés de nos origines. Mais dans ma grille d'analyse, non, c'est pas ça notre identité. Notre identité, c'est la phrase de René Char, nous avons bien un imaginaire, nous avons bien une façon de faire et d'être qui fait la continuité repérée par Tocqueville et Péguy. Quand Péguy dit « La République une et indivisible, notre royaume de France » et qu'il a bien compris la mystique derrière la République, c'est-à-dire la continuité. Moi, je nomme ça l'imaginaire, c'est des façons d'être le et royaume de faire. Et la République. Voilà, ce sont des verticalités. Alors les Français, on dit, ah ben non, il y a eu la Révolution française, tout ça. Mais ce sont des apparences dont je donne dans l'entretien avec Arnaud Benedetti les raisons profondes de décalage entre ce qui agit et ce qu'on en voit. Bon, mais le danger, enfin pourquoi je n'utilise pas le terme d'identité? Justement parce que si vous prenez les Africains ou les Orientaux, notre vision occidentale, elle est fort différente. Pour les Orientaux,
L'homme n'est pas comme maître et possesseur de la nature, il doit se fondre dans la nature. Et pour nos amis africains, il y a un continuum entre le cosmos et n'est-ce pas, le soleil est presque plus proche de nous que la tribu d'à côté. Donc, moi, il y a peu de choses qui me fassent peur, mais le terme d'imaginaire est plus fluide et labile pour dire la diversité à la fois des peuples et l'écart qu'il y a toujours entre les façons d'être et de faire et les outils. Mais alors justement, et c'est tout le paradoxe de votre livre, en tout la contradiction, mais contradiction extrêmement créatrice. C'est un chaos créatif, justement, comme disait un certain Schumpeter. Mais est-ce que quand même, Stéphane Rosès, la mondialisation, la globalisation qui existe maintenant depuis, on pourrait dire depuis des siècles, mais enfin on l'a vu depuis quelque temps, est-ce que cet imaginaire dont vous parlez, de chaque peuple, vous dites d'ailleurs très 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 bien, vous le dites, vous dites c'est la représentation du peuple qu'on voit, et ce qu'on voit surtout, c'est que l'imaginaire des peuples, les peuples ont leur singularité, chaque nation a une âme, vous le dites, vous le répétez, chaque nation a une âme. Mais est-ce que, aujourd'hui, est-ce que la globalisation n'a pas, je ne dirais pas détruit, surtout pas, mais entaillé, effrité, un peu séquencé cet imaginaire? Alors, je cite des échanges avec des professionnels du numérique. Vous savez, on a un leader extraordinaire, peu connu des Français, mais c'est Dassault Systèmes, en fleuron de l'innovation française qui concurrence les meilleurs, les Américains. Mais il y a aussi Facebook, France, Europe, Proche et Moyen-Orient, Laurence Lee. Mais il y a aussi Cisco. Et quand je parle avec ces professionnels qui sont à la pointe des outils qui, selon certains, moi je pense exactement l'inverse, aplatiraient le monde, araserait les cultures, pense-t-il, par la technique, eux disent, oui, les gens utilisent les mêmes outils, mais leur investissement est différent. J'ai travaillé pour McDonald's, la façon dont on fréquente les McDonald's n'ont rien à voir en France et ailleurs. Donc, ce que je veux dire là, anthropologiquement, c'est que on peut avoir les mêmes pratiques apparente de consommation et d'utilisation de services, mais ce qu'on y noue, ce qu'on y investit demeure radicalement différent. Donc, dans l'articulation entre représentation et pratique, il y a l'intentionnalité. Donc, si on va au fond des choses en travaillant pour des professionnels comme je l'ai fait, on comprend qu'il y a une apparence que le néolibéralisme unifie le monde, mais constatons dans la réalité déjà que politiquement, les peuples se replient, nonobstant les défis environnementaux et sanitaires qui devraient les pousser à se dire « mais on a des défis communs, unissons-vous ». Mais la pression de leur peuple privé de la maîtrise de leur destin et demandant maintenant au gouvernement de reprendre la main est telle que nous sommes dans une phase de repli. Stéphane Rosès, d'autant plus qu'on leur a raconté beaucoup d'histoires aussi, que le haut a raconté beaucoup d'histoires au bas, et elle leur a vendu de la roupie de Sansonnet, trop souvent. Oui, vous avez raison, et là-dessus, il faut encore relire la dernière préface d'Alain Suppiot sur les lettres persanes. Dès les Lumières, il y a ce que vous indiquez, André. Il y a le juriste Montesquieu qui dit « la loi doit être adaptée aux us et coutumes des peuples ». Et arrive ensuite le mathématicien Condorcet qui dit « mais qu'est-ce qu'il raconte Montesquieu avec ses vieilles lunes d'us et coutumes des peuples ?» La raison est une. La vérité est une, la loi doit être la même pour tous les peuples, et ensuite les us et coutumes suivront. Vous voyez qu'à l'intérieur même des Lumières, d'où nos illusions, d'où le fait que nous avons été à la tête d'une Europe
et d'institutions européennes devenant néolibérales qui ensuite se retournent contre nous. Voilà, Maastricht, la phrase de Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre ami. Ouais, très bien, sauf que les institutions européennes étaient façonnées à partir de l'imaginaire allemand. C'est-à-dire que les taux monétaires, l'indépendance de la banque, le respect des procédures et de discipline, c'est l'imaginaire allemand ordo-libéral contraire à l'imaginaire français. Voilà, en fait, Mitterrand, avec la réunification, avait peur que l'Allemagne regarde ailleurs avec l'élargissement à l'Est. Donc, en fait, il a fait avec eux comme ce que nos illusions à nous, c'est qu'il a mis en place des institutions et des politiques conformes à l'imaginaire allemand et contraires aux nôtres. Donc, erreur de perception, oui. Ou en tout cas, application et pression d'une perception qui n'était pas la nôtre. Oui, c'est-à-dire qu'on a appliqué aux autres ce que nous sommes avec des angles morts et des illusions sur ce que l'on était en train de mettre en place et qui s'est retourné contre nous, d'où le fait que sitôt élus, les présidents allaient à Berlin plutôt que de s'appuyer sur leur nouvelle légitimité et indexation sur peuple pour faire avancer les choses. Si l'Europe sort de l'histoire, l'Ukraine nous le montre, c'est parce que la France, ses dirigeants, ses élites n'ont pas joué la partition française, qui est une partition de nature politique. Alors qu'après le nazisme, la partition allemande était économique. Et voilà pourquoi, comme disait un certain Jean-Baptiste Poquelin, voilà pourquoi votre fille Europe est muette. Voilà. Et j'espère qu'elle ne le restera pas. On va appeler nos auditeurs. Chers auditeurs, c'est votre moment. On reçoit Olivier de Dordogne. Bonjour Olivier. Monsieur. Bonjour. Alors, première chose, je voulais dire que la passion est au-dessus de la raison. Ça a été dit par plein de gens, peu importe. Par exemple, fumer, c'est irrationnel. Vous voyez, c'est pas une bonne chose. Et pourtant, on s'arrête pas parce qu'il y a la passion au-dessus. Et quelqu'un a dit, on peut enlever une passion que par une autre passion. Donc voilà, le côté rationnel occidental que par la raison on arrivera au bien, c'est faux. C'est pas en faisant 2 + 2 = 4 que ça va motiver les gens. C'est pas ça qui motive les gens dans leur vie. Personne ne fait des calculs dans la vie. Et donc c'est pour ça que insidieusement le mondialisme travaille justement sur l'imaginaire. Tous les films américains, par exemple, c'est le soft power comme on dit, c'est une arme éminemment puissante, beaucoup plus puissante qu'autre chose. Vous n'allez pas attaquer les États-Unis parce que il y a un acteur américain que vous aimez bien qui vit aux États-Unis. Vous voyez, inconsciemment, ça marche un peu comme ça. Oui. Stéphane Rosès. Oui, absolument. C'est-à-dire que le paradoxe de la situation, c'est que vous illustrez, c'est que la globalisation néolibérale, elle part bien de la pensée occidentale dans l'idée que les marchés s'autonomiseraient des sociétés et que donc on pourrait déployer partout les marchés, on pourrait déployer partout les plateformes numériques, on pourrait proposer des produits à peu près similaires aux uns et aux autres. C'est ce qui se passe. Mais observez que peu à peu, Netflix accoutume les séries, les produits aux sphères civilisationnelles. Hein. Comme McDo, c'est en France que McDo fait le plus de profit parce que les Américains ont accepté l'idée de McDo France dirigée par un type génial qui allait voir les Américains en disant bon, la viande c'est bien, mais la salade c'est pas mal. Et puis il faut arrêter de pas bien traiter les gens dans les McDo. C'est bien que les cuisines soient visibles, c'était important. Ça, c'est les Français qui ont apporté c'est les Français qui ont repéré que il fallait être singulier et adapté. Le slogan « Venez comme vous êtes ». Ben oui, pourquoi ? Parce que ailleurs, les gens viennent à n'importe quelle heure tout seuls bouffer.
Ouais. Les Français viennent à heure fixe, à plusieurs, c'est-à-dire ils s'approprient les McDo à partir de leur singularité. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le vrai processus dans les techniques et gouvernances néolibérales, c'est un processus où les peuples reviennent à leur identité. Et d'ailleurs, on le voit dans les écarts entre les chiffres du commerce international et la production, dans la montée des dépenses d'armement. Donc, on est dans un moment qui n'est pas sans danger. Au retour des frontières. Au retour des frontières. Bon. Donc, en un mot, les peuples, pour aller dans votre sens, les peuples veulent bien être plus prospères, profiter au maximum de la globalisation, mais ils ne veulent pas, sur les questions décisives, avoir le sentiment qu'ils ne sont plus maîtres de leurs us et coutumes. En fait, ils veulent réhabiliter dans leur identité, au vrai sens du terme. Voilà. Ils veulent remettre l'efficace des marchés au service de leur conception du bon et du juste. Et c'est là, on verra, Stéphane Rosès, s'il n'y a pas contradiction fondamentale, car les marchés, eux, veulent être seulement efficaces si, effectivement, ils peuvent prospérer sur cette identité, sur cet imaginaire dont vous parlez, ils le feront. Sinon, et on voit bien, c'est la grande lutte aujourd'hui, pas une lutte des classes. Oui, absolument. Les marchés sont apparemment désidéologisés. En fait, ils portent une idéologie économiciste, techniciste, qui voudrait que les peuples plient devant la technologie. Ce n'est pas du tout mon analyse. Le repli des peuples, les dépressions des peuples et les guerres sont la marque du refus des peuples de voir que ce qui les tient ensemble se ferait à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, vous l'avez dit tout à l'heure André, le néolibéralisme fragmente les sociétés de l'intérieur. Mais les sociétés, elles iront chercher à l'extérieur, dans l'affrontement aux autres, le soin surtout de ne pas se fragmenter de l'intérieur. Lucien. Chers auditeurs, c'est votre moment. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour dialoguer avec Stéphane Rosès, politologue, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, édition du Surf. Et après la pub, on retrouvera Angèle de Marseille. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Chers auditeurs, c'est votre moment. On vous reçoit sur Sud Radio avec André Berkoff et Stéphane Rosès. Et tout de suite, on est avec Angèle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, Monsieur Stéphane Rosès. Oui. Je voulais revenir sur l'identité et l'imaginaire, et je voulais prendre comme exemple l'idée d'abolir la corrida. Et j'ai été choquée d'entendre des gens dire que la corrida faisait partie du monde d'avant. D'ailleurs, c'est une expression que je déteste, le monde d'avant. C'est idiot, puisqu'il y a une continuité du monde. Bien sûr. On ne peut pas faire autrement. C'est vrai. Moi, je pense que si on abolissait la corrida, il faudrait abolir la chasse à courre. Il faudrait arrêter de tuer le cochon. Il faudrait arrêter de faire la chasse à la glu pour les oiseaux. Tout ce qui constitue en fait tous ces rituels, toutes ces traditions qui constituent des actes, qui constituent des rites d'appartenance à des territoires qui vont constituer l'imaginaire et qui vont constituer l'identité. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire, parce qu'en fait, l'imaginaire ne se crée pas tout seul. L'imaginaire se crée dans l'appartenance à des territoires et dans et comme vous dites, les habitudes, les traditions, les rituels, et voilà, la vie. Voilà, la vie, voilà. Et c'est vrai que s'il n'y a plus les rites, et s'il n'y a plus les rites traditionnels, il n'y a plus l'imaginaire, et la place se fait pour d'autres imaginaires. Eh oui.
Stéphane Rosès. Oui, c'est très vrai ce que vous dites. Au fond, vous savez, la France, c'est comme un tableau impressionniste. Vu de loin, on voit pas trop les différences. Et puis, on commence à se rapprocher du tableau et on voit qu'il est constitué de tout un tas de petits points fort divers. Eh bien, nous sommes dans un moment où effectivement, les citoyens, les individus veulent se raccrocher à des expériences et à des us et coutumes locales parce qu'ils voient le cours des choses leur échapper. Alors, dans telle région, ça va être tel us et coutume, dans tel autre us et coutume, mais ce qui importe de dire à Paris, pour nos amis qui ont fait les grandes écoles où j'enseigne depuis 30 ans, c'est que le surplomb de l'État, et ce qu'a repéré André Berkoff et qu'on dit aussi avec Arnaud Benedetti, cette façon très abstraite et universelle est la résultante de ce que, en fait, notre territoire, c'est une mosaïque d'esprits des lieux très divers, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils ne voient pas, c'est que le surplomb de l'État, le surplomb de l'esprit sur le corps, le surplomb de la politique sur les expériences, le surplomb de la raison sur l'expérience, vient de ce que, au départ, il y a des Celtes, des Latins, des Germains et ensuite tous ceux qui vont arriver dans le cul-de-sac que représente l'Europe. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est très juste. Les imaginaires et ce qui nous tient ensemble, ce sont d'abord des us et coutumes. Le peuple français est du côté de Montesquieu, de ce point de vue-là, et le sommet de l'État, nos élites et classes dirigeantes sont du côté de Condorcet, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas la résistance des territoires à leurs us et coutumes. Donc, est-ce qu'on arrive, ce sera notre dernière question, on pourra en parler pendant des heures, Stéphane Rosès, avec vous, mais est-ce qu'on comprend alors que c'est une sécession des élites? Est-ce que les élites ont perdu, parce qu'il faut des élites, hein, c'est pas le problème de contester les élites, mais est-ce que ces élites-là, en tout cas une partie, ont perdu justement le contact Montesquieu, le contact us et coutumes pour cette globalisation qu'ils ont intégrée presque neuronalement, je dirais. Oui, ils ont perdu parce que le cours des choses leur échappe et parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quand Bill Gates vient à Paris, je l'interroge. Le numérique, ce que vous faites devrait unifier les peuples. Pourquoi il se renferme? Et ces grilles d'analyse économistes et technologistes ne lui permet pas de rendre raison des mouvements profonds qui affectent les peuples. D'où le désarroi, d'où le sentiment de chaos qui procède pas seulement d'évolution objective, mais de difficulté à comprendre ce monde qui semble aller dans tous les sens, et au fond peut-être une opportunité grâce à ce chaos de mieux voir les choses, d'être plus raisonnable, d'être plus réaliste, de choisir, je dirais, l'authenticité à la rapidité, le gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et l'écoute à la rationalisation imposée d'en haut, et juste un mot, peut-être un peu plus de pédagogie. Oui, pédagogie au sens où le peuple n'a pas besoin d'être instruit. Il a sa propre intelligence et on le renvoie aux passions, aux vulgates, en général, parce qu'on ne le comprend pas. Et donc, le problème des dirigeants français, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans le peuple français et le génie français, d'où sans cesse leur surplomb et leur tentative de chercher des explications bien au-dessus du peuple et de ses expériences. Voilà pourquoi, pour éviter, en tout cas, travailler à éviter le chaos, lisez Chaos. Merci. C'est la fin de ce face-à-face entre André Berkoff et Stéphane Rosès, politologue, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, édition du Cerf. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye.